Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, si le contenu vous plaît, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à donner votre avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que vous connaissez et que vous aimez probablement tous. Ceux qui suivent cette chaîne depuis le début savent que René Goscinny est un personnage qui compte énormément pour moi. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'une de ses œuvres cinématographiques qu'il a créée en collaboration avec Pierre Tchernia. Il est habituel en France d'attribuer la paternité d'un film à son réalisateur, en l'occurrence Pierre Tchernia, et d'occulter l'importance du scénariste, en l'occurrence René Goscinny. Pourtant, on peut considérer que le scénariste est aussi important que le réalisateur dans la création d'un film. C'est pourquoi nous pouvons dire que Le Viager est un film de Pierre Tchernia et de René Goscinny. Et ce sera le sujet de cette vidéo, vous l'avez compris. Alors si ce sujet vous plaît, restez avec moi. J'ai toujours aimé la mer. Puis je vieillis maintenant, docteur. Alors j'ai besoin de chaleur, de soleil, de ciel bleu aussi. Vous n'avez pas songé au viager? Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, le viager. Acheter une maison en viager, c'est payer une certaine somme chaque année jusqu'à la mort du vendeur. Quand le vendeur meurt très vite, l'acheteur fait une bonne affaire. Ce film, c'est l'histoire d'une mauvaise affaire. D'une très mauvaise affaire. D'une très mauvaise affaire. C'est l'histoire d'un personnage nommé Louis Martinet, célibataire de 59 ans, que l'on découvre en pleine consultation chez son médecin Léon Galipeau. Ce dernier pense que sa fin est proche mais s'abstient de le lui dire. Il lui suggère néanmoins de prendre sa retraite anticipée et malheureusement Martinet n'en a pas les moyens. Sa seule possession est une maison de campagne à Saint-Tropez, un village alors méconnu en 1930, époque à laquelle se déroule cette histoire. Galipeau fait d'ailleurs répéter le nom de Saint-Tropez à Martinet, ce qui est cocasse puisque Galipeau est joué par Michel Galabru, qui est éminemment lié à la ville de Saint-Tropez compte tenu du succès de la série de films Les Gendarmes. Flairant le bon coup, Galipeau suggère à Martinet de vendre cette maison en viager. L'affaire est conclue et la famille Galipeau accepte même d'indexer la rente viagère sur le cours de l'aluminium. Ils ignorent que le cours de cette valeur va augmenter de manière exponentielle, rendant leur rente viagère absolument insupportable. Léon Galipeau donnait 2 ans à vivre à Martinet, or 2 ans plus tard, celui-ci est toujours en vie. Martinet déjoue absolument tous les pronostics de Léon Galipeau. Ce n'est d'ailleurs pas si difficile puisque Galipeau est en quelque sorte une boussole qui indique le sud. Que ce soit les diagnostics médicaux, les horaires de train, les commentaires sur la politique, Léon Galipeau a systématiquement tout faux. Il n'y a que paradoxalement lorsqu'il pense mentir que Léon Galipeau dit la vérité. C'est grave, docteur. Vous pouvez vivre très longtemps avec ce que vous avez, faites-moi confiance. Chaque visite chez Martinet est l'occasion pour Léon Galipeau de vérifier sa santé. Et en dépit des années qui passent, non seulement Martinet conserve la vie, mais en plus, sa santé semble s'améliorer. Les Galipeau, accablés par leur rente viagère, décident d'employer les grands moyens pour se débarrasser de Martinet, quoi qu'il en coûte. Que ce soit d'odieuses dénonciations ou des tentatives de meurtre foireuses, tout échoue. Ce film est en tout cas l'occasion de brosser le portrait d'une famille de salauds, on peut le dire ainsi, et de mettre en lumière 40 années de l'histoire française de manière satirique. C'est René Goscinny qui a eu l'idée de cette histoire. René Goscinny que vous connaissez tous en tant que génial créateur d'Astérix, Lucky Luke et Le Petit Nicolas, entre autres. Nous sommes en... La maison est hantée. Nous sommes en 1970 et notre ami René Goscinny surveille l'avancement de Lucky Luke au studio Bellevision de Bruxelles. Résidant à Paris, il prend alors tous les mois le Trans-Europe Express pour se rendre sur place avec son ami Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, autre nom que vous connaissez, ce n'est nul autre que Monsieur Cinéma qui a collaboré entre autres au film de Robert Derry. Ces trajets de 2 heures sont l'occasion pour René Goscinny d'évoquer cette idée qui lui est venue un soir de faire un film sur le thème du viager. Tchernia est séduit par cette idée et leurs trajets successifs à bord du Trans-Europe Express vont leur permettre de développer la base essentielle de leur scénario. Goscinny et Tchernia vont tout naturellement se tourner vers Saul Cooper, représentant des artistes associés qui coproduit le film Lucky Luke. Mais alors que les deux hommes exposent le début de leur histoire, ils vont se heurter à un choc culturel puisque Saul Cooper est américain et ne connaît pas ce système du viager. Le viager est en effet un système de vente immobilière typiquement français. Il s'agit d'un système qui permet à des personnes âgées de tirer des revenus de leur logement et de rester vivre chez elles. Ainsi, le bien acquis pendant la vie active permet de financer sa retraite. C'est une définition que j'ai trouvée sur un site qui promeut le viager, donc c'est un petit peu édulcoré.
René Goscinny, quant à lui, parle plutôt d'un pari sur la mort. Saul Cooper, après cette explication, est alors à son tour séduit par cette idée et se charge de monter le film en laissant une grande liberté à ces deux auteurs. Le film est ainsi coproduit par les artistes associés et par Dargaud Films, dont René Goscinny est représentant, lui attribuant ainsi la double casquette de scénariste et producteur délégué du film. Trouver un gros chat. Quant à Pierre Tchernia, ce sera pour lui sa première réalisation. L'écriture du Viager commence quelques mois plus tard, à l'été 70. Les séances de travail communes ont lieu chez René Goscinny, et après ces 2 mois de travail collaboratif, les deux auteurs vont partir chacun de leur côté travailler sur leur propre version. Ils se retrouvent ensuite pour assembler leurs 2 versions du scénario et ne prendre évidemment que le meilleur de ce qu'ils ont écrit chacun de leur côté. Concernant la distribution des rôles, Pierre Tchernia s'entoure d'acteurs qu'il considère comme des amis afin de s'assurer la meilleure ambiance possible sur le plateau pour cette première réalisation. Il songe d'abord à son ami Robert Derry pour le rôle de Martinet. Ce dernier décline, mais lui suggère Michel Serrault. C'est un rôle qui amusera beaucoup Michel Serrault, qui va s'en donner à cœur joie sur les mimiques, qui va vraiment s'investir au point de demander des costumes spéciaux et qui se prêtera bien volontiers aux différents maquillages. Et surtout, point important, Michel Serrault ne sait pas quelle est vraiment la nature de son personnage. S'agit-il d'un homme complètement naïf qui se fait balader par les galipots? Ou est-ce que les galipots se font balader par Martinet? On ne sait pas. Il serait un peu à l'étroit, mais que voulez-vous? À la guerre comme à la guerre. C'est que nous sommes 5 tout de même. Eh oh! C'est moi! Non, nous serons 6. Pierre Tchernia, en tout cas, tient à ce que le doute plane sur la nature de ce personnage et demande à Michel Serrault de jouer sur cette ambiguïté. C'est en tout cas ce rôle-là, en tant que tête d'affiche, qui contribuera à la grande renommée en tant qu'acteur populaire de Michel Serrault. Quant au deuxième rôle le plus important, celui de Léon Galipeau, Tchernia l'attribue à Michel Galabru qu'il connaît depuis 1951. Il sait que l'acteur saura jouer à la perfection cet imbécile cynique. D'après Wikipédia, Michel Galabru considère ce film comme l'un des meilleurs de sa carrière. On voit en effet à l'écran que les acteurs jouent avec délectation leur rôle. Pierre Tchernia estime que la maison de Martinet a un rôle crucial dans le film. Elle a quasiment une importance égale à celle des personnages, et il tient donc à trouver le lieu parfait. Il choisit la ville de Saint-Tropez car en 1930 il s'agit d'une ville assez peu connue et l'on sait qu'à partir des années 60, quand Brigitte Bardot va y élire domicile et que la série des gendarmes va connaître un grand succès populaire, Saint-Tropez acquérera par là même une renommée mondiale. Par conséquent, la petite maison de campagne de Martinet va prendre une valeur considérable. La maison que vous voyez dans le film a été un petit peu repérée in extremis. Pierre Tchernia était même sur le point de renoncer à tourner à Saint-Tropez. Cette bâtisse se trouve précisément à 2 pas de la madrague de Brigitte Bardot et elle correspond en tout point à l'idée que René Goscinny et Pierre Tchernia se faisaient de cette maison. Viens là mon cœur. Oh là là, tu peux participer, hein. Anecdote amusante, les propriétaires acceptent de prêter leur maison pour le tournage à condition que celle-ci ne soit pas embellie. En effet, Pierre Tchernia raconte que il pensait d'abord brosser le propriétaire dans le sens du poil en lui proposant d'embellir la maison au fur et à mesure du tournage. Or, ce dernier a refusé pour une raison assez précise, c'est que cette bâtisse lui servait de lieu de travail et qu'il était sans cesse importuné par des acheteurs, par des gens qui voulaient acheter cette bâtisse, au point qu'il était obligé d'exposer des pneus, des vieux fûts, pour éloigner les curieux. Ainsi, à la fin du tournage du Viager, les décorateurs ont pris le temps d'enlever tous les embellissements. Le tournage du Viager dure en tout et pour tout 2 mois, 4 semaines à Saint-Tropez et 4 semaines à Paris. René Goscinny prend des vacances de manière à être présent en permanence sur le tournage à Saint-Tropez. Pierre Tchernia raconte que René Goscinny prenait des notes et, afin de ne pas mettre en cause son autorité de réalisateur, allait le trouver pendant des petits moments de pause pour lui transmettre ses idées. On voit en effet l'empreinte goscinnienne sur le film qui a un aspect très bande dessinée. D'ailleurs, Goscinny lui-même s'inspirait beaucoup du cinéma pour écrire ses bandes dessinées. Par exemple, pour Astérix, il élaborait des sortes de storyboards avec des indications très précises pour son dessinateur Uderzo.
Il y a ainsi dans ce film beaucoup de gags visuels. Je pense notamment à une scène à la fin du film lorsque la voiture de Noël Galipo explose. Le feu se transmet à une affiche publicitaire sur laquelle apparaît Louis Martinet. Et pour illustrer à quel point Martinet est increvable, seul l'arrière-plan de l'affiche brûle. Et le film est truffé de petits détails comme ça. L'ambiance du tournage est en tout cas au beau fixe et Pierre Tchernia a la présence d'esprit de tourner toutes les scènes tropéziennes avant le 1er juillet, date à laquelle tout tournage dans cette ville est rendu impossible compte tenu de l'invasion de touristes qui arrivent. Messieurs, leur H est arrivée. Pour la musique, Pierre Tchernia fait appel à Gérard Calvi, compositeur attitré des films de Robert Derry, qui se charge de composer une musique qui se veut un peu intemporelle, qui doit traverser le temps aussi bien que Louis Martinet. C'est un thème musical qui en tout cas contribue à rendre ce film léger et joyeux, malgré son thème macabre. C'est en effet un film dont le sujet principal tourne autour de la mort, un film qui aborde des périodes très sombres de l'histoire comme l'occupation, qui présente des personnages absolument dégueulasses, et puis une espèce de série noire puisque tous ces personnages décèdent successivement. Et tout cela passe très bien grâce à un ingrédient magique que vous connaissez tous qui s'appelle l'humour. On passe en effet un excellent moment avec ce personnage infect qu'est Léon Galipo. Dès le début, on comprend qu'il s'agit d'un crétin complètement sûr de lui qui ne se remet jamais en question, alors qu'il se trompe systématiquement. Absolument toutes ces déclarations sont erronées. C'est comme en Espagne. Le gouvernement légal aura tôt fait de mettre au pas ce fameux général. Comment l'appelez-vous? Franco. Ah oui, Franco. Franco. Et comme on dit en latin, errare humanum est, perseverare diabolicum. Sanctis recorda, sanctis deus rex. Ce qui veut dire? Absolument rien. L'erreur est humaine, mais persévérer dans ses erreurs est diabolique. Ainsi, nous autres spectateurs, nous réjouissons de tous les malheurs qui accablent Léon Galipo et sa famille. Et Michel Galabru semble s'amuser follement à tenir son rôle. On prend aussi plaisir à voir le personnage de Martinet s'épanouir et gagner en vitalité. Le film est à ce titre une excellente publicité pour l'huile de foie de morue et aussi pour le sud de la France. D'ailleurs, ce film fait un peu penser aussi au film Le Bonheur est dans le pré. Peut-être que Le Bonheur est dans le pré s'est inspiré du Viager, puisque c'est un film où Michel Serrault tient également le rôle principal et semble gagner en vitalité au contact du climat favorable du sud de la France. On passe en tout cas un moment absolument délicieux devant ce film, avec un rythme qui ne flanche jamais, des gags qui s'enchaînent, énormément d'humour, beaucoup de phrases extrêmement drôles. La chef, on l'a trouvé, il se cachait dans le phare. Ah, l'amiral Marie Salope. Non, monsieur. Capitaine de corvette Bussigny du Maine. Pardon, dans la région, on t'appelle amiral Marie Salope. C'est indigne. Tu vas me dire que tu jouais le double jeu? Jawohl, Magnum. Enfin, je veux dire certainement, monsieur. De beaux décors, de beaux costumes, des acteurs qui s'amusent, toute une belle synergie. C'est un film qui donne la pêche et qui contribue peut-être même à nous donner la même santé de fer, enfin d'aluminium de Louis Martinet. En tout cas, le public ne s'y est pas trompé et Le Viager a connu un succès populaire avec plus de 2 millions d'entrées. Quant à vous autres, si vous n'avez pas vu ce film, foncez, allez le regarder. Fais-moi confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt et bougou chez vous. Même quasiment. Pierre Tchernia. Ah punaise, c'est dur à dire ça. Pierre Tchernia